Dans un accès de mépris cinglant, Claire Beaumont, une hôtesse de l'air au port Altier, refuse de servir un vétéran en fauteuil roulant. Paul Renault, le jugeant indigne du luxe raffiné de la première classe. Son sourire cruel. Ses paroles acérées lacèrent de l'air feutré de la cabine. Mais elle ignore une vérité explosive. Cet homme qu'elle ose humilier n'est autre que le propriétaire de la compagnie aérienne, mesdames et messieurs. Plongé dans ce récit où l'arrogance se heurte à une justice implacable, où chaque instant fait monter une colère bouillonnante. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette quête de vérité. Et laissez un commentaire avec « Justice pour Paul » pour faire entendre votre indignation. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir va vous faire trembler de rage. L'aéroport est un tourbillon de vie. Les valises claquent sur le sol. Les voix s'entremêlent en un brouhaha incessant. Les annonces diffusées crépitent comme des éclairs dans l'air saturé de hâte. Au cœur de ce chaos, Paul Renault avance, silhouette solitaire dans son fauteuil roulant. La cinquantaine, des cheveux poivre et cils coupés courts, un visage marqué par les combats et les années, ses mains, posées sur les roues, guide son fauteuil avec une précision militaire, sa chemise grise, sobre mais impeccablement repassée, contraste avec les tenues ostentatoires des autres passagers. Ses yeux, perçants, scrutent le monde avec une intensité qui impose le respect. Paul ne se presse pas. Il ne cède pas à l'agitation ambiante. Il a trop vu, trop vécu, trop souffert pour s'encombrer des trivialités d'un embarquement. À la porte d'embarquement, la file prioritaire pour la première classe s'étire sous les néons blafards. Paul s'arrête devant l'agent, un jeune homme nommé Étienne, dont le sourire est sincère, presque chaleureux. « Bienvenue à bord, Monsieur Renault, bon voyage », dit-il, scannant le billet avec une courtoisie naturelle. Paul incline la tête, un geste discret, presque solennel, puis s'engage dans la passerelle, son fauteuil glissant sans bruit vers l'avion. La cabine de première classe est un sanctuaire de luxe. Les sièges en cuir exhalent une odeur de richesse neuve. Les passagers, drapés dans des étoffes coûteuses, sirotent des coupes de champagne, leurs gestes lents, calculés, comme une chorégraphie silencieuse. Paul s'arrête au siège 1A, range son sac à main avec une précision méticuleuse, et s'installe. Ses mouvements fluides malgré son handicap. Soudain, une voix tranche l'air comme une lame. « Monsieur ?» Claire Beaumont se tient devant lui. Imposante, intimidante, grande, élancée, son uniforme bleu marine taillé sur mesure, ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait, ses lèvres pincées, son regard chargé d'un dédain glacial. Elle toise Paul, ses yeux glissant sur son fauteuil, sa tenue modeste, ses mains marquées par le temps. « Vous êtes en première classe. » Son ton est sec, presque accusateur, comme si la simple présence de Paul était une offense. Paul lève les yeux, calme, imperturbable. Oui, sa voix est posée, mais il y a une force derrière, une autorité qu'elle ne perçoit pas. Claire fronce les sourcils, un sourire crispé déformant ses lèvres. « Puis-je voir votre billet? » Elle tend la main, impérieuse, ses ongles manucurés scintillant sous les lumières tamisées. Paul le lui remet sans un mot, ses yeux ne quittant pas les siens. Elle scrute le document, ses doigts tapotant nerveusement le papier. Le nom correspond. Le siège correspond. Tout est en ordre. Pourtant, elle plisse les yeux, comme si elle refusait d'accepter la vérité. Quelque chose cloche. Cet homme en fauteuil roulant, n'a rien à faire ici, dans son domaine, son royaume de luxe et de privilèges. Simple vérification, marmonne-t-elle, rendant le billet avec une réticence évidente. Paul hoche la tête, son regard perçant, comme s'il lisait ses pensées, comme s'il voyait à travers son masque d'arrogance. Claire s'éloigne, ses talons claquant sur le sol de la cabine, mais son malaise est palpable. Elle ne supporte pas ce passager. Cet homme, avec son calme insolent, son air de ne pas appartenir à cet espace d'élite. Elle est Claire Beaumont, hôtesse senior, respectée, crainte, intouchable.
Personne ne défie son autorité. Pas ici. Pas sous son commandement. Les minutes passent. La cabine s'installe dans une routine paisible. Les passagers murmurent entre eux, ajustent leurs couvertures en cachemire, feuillettent des magazines aux pages luisantes. Paul sort un livre de son sac, un vieil ouvrage relié de cuir, ses doigts effleurant les pages avec soin, comme s'il caressait un souvenir. Les autres passagers l'observent à la dérobée, intrigués par cet homme qui semble à la fois ordinaire et extraordinaire. Mais Claire revient, son pas plus lourd, son sourire plus tendu, presque menaçant. Elle s'arrête devant Paul, les bras croisés, son regard chargé de mépris. « Monsieur, je suis désolé, mais il y a un problème. » Paul lève les yeux, son expression inchangée, son calme olympien. « Un problème. » Sa voix est douce, mais il y a une menace voilée, une force qui fait vaciller Claire, même si elle refuse de l'admettre. « Ce siège n'est pas pour vous. » Lâche-t-elle, son ton devenant cassant. Il est réservé à un autre type de passager. Les mots tombent comme des pierres, lourds, insultants. Un silence glacial s'abat sur la cabine. Les passagers tournent la tête, leur regard oscillant entre curiosité et malaise. Julien, un homme d'affaires en costume sombre, fronce les sourcils, son téléphone posé sur ses genoux. Sophie, une étudiante aux cheveux bouclés, écarquille les yeux, choquée par l'audace de Claire. Paul redresse la tête, ses yeux plantés dans ceux de Claire. Et quel type de passager suis-je? Chaque mot est précis, tranchant comme une lame, chargé d'une dignité qui contraste avec l'arrogance de l'hôtesse. Claire vacille, déstabilisée par ce calme, cette assurance. Elle s'attendait à de la soumission, à un passager intimidé, pas à cette résistance silencieuse. Elle sent la colère monter, son autorité mise à l'épreuve devant tous. « Écoutez, monsieur, je ne veux pas d'histoire, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Déplacez-vous, c'est tout. » Une jeune hôtesse, Amélie, s'approche timidement, son uniforme légèrement froissé, ses joues roses d'embarras. « Madame Beaumont, je peux peut-être vérifier le billet, » commence-t-elle, sa voix hésitante. Claire se tourne vers elle, ses yeux lançant des éclairs. « Reste à ta place, Amélie, » aboie-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Amélie recule, ses mains serrées, son regard fuyant vers Paul, comme pour s'excuser en silence. Les passagers murmurent maintenant, un bourdonnement discret mais menaçant. Julien sort discrètement son téléphone, commence à filmer, son visage crispé par l'indignation. Sophie, à côté de lui, serre les poings, ses joues rougissant de colère. Paul ne bouge pas. Il croise les mains sur ses genoux, son regard toujours fixé sur Claire. Ce calme, cette dignité, est une insulte à son pouvoir. Elle perd patience. Dans un geste théâtral, calculé, elle attrape un verre de vin rouge sur un plateau à proximité. « Oh, quel dommage !» s'exclame-t-elle, feignant la maladresse. Le liquide carmin se répand sur la chemise de Paul, tachant le tissu, goûtant sur ses mains, éclaboussant son fauteuil. Un hoquet collectif parcourt la cabine. Sophie étouffe un cri, ses mains couvrant sa bouche. Julien zoome sur la scène, son objectif capturant chaque détail de l'humiliation. Claire éclate d'un rire moqueur, ses yeux brillants d'une satisfaction cruelle. Peut-être que la classe économique vous conviendra mieux, non? Les passagers sont pétrifiés. Certains détournent les yeux, mal à l'aise. D'autres murmurent, leur indignation grandissant. Une femme d'âge moyen, Claire, serre son sac contre elle, son visage rouge de colère. « C'est scandaleux », chuchote-t-elle à son voisin. Amélie, figée près de l'office, semble au bord des larmes, ses mains tremblantes. Paul, lui, ne bronche pas. La tache rouge s'étend sur sa chemise, mais son visage reste impassible, ses yeux toujours fixés sur Claire. Il essuie lentement ses mains avec une serviette, ses gestes mesurés,
presque rituel, comme s'il refusait de se laisser atteindre par cette humiliation. Puis, il sort son téléphone. Ses doigts tapent un message rapide, précis. Il repose l'appareil sur l'accoudoir, son regard revenant sur Claire, perçant, implacable. Elle sent un frisson la parcourir. Ce regard, ce silence. Quelque chose cloche. Pourquoi ne proteste-t-il pas? Pourquoi ne s'énerve-t-il pas? Pourquoi ce calme, cette assurance? Comme s'il savait quelque chose qu'elle ignore. Claire tente de reprendre le contrôle, sa voix plus forte, plus autoritaire. « Monsieur, je vous donne une dernière chance. Levez-vous, ou je fais appeler la sécurité. » Paul ne répond pas. Il tourne la tête vers le hublot, comme si Claire n'existait plus. Cette indifférence la frappe comme une gifle. Elle ouvre la bouche pour insister, mais une voix l'interrompt. Vous devriez vérifier son billet encore une fois. Julien, l'homme d'affaires, la fixe ouvertement, son téléphone toujours en main, filmant chaque seconde. Claire se tourne vers lui, furieuse. « Occupez-vous de vos affaires, monsieur !» crache-t-elle, sa voix tremblante de rage. Julien hausse les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, je m'occupe de mes affaires, et des vôtres, apparemment. » Son ton est calme, mais il y a une menace derrière, une assurance qui fait vaciller Claire. Sophie, à côté de lui, tape frénétiquement sur son téléphone, ses doigts tremblants de colère. C'est inhumain. Murmure-t-elle à sa voisine. Elle humilie un homme en fauteuil roulant. Son tweet, déjà partagé par des dizaines de personnes, commence à circuler. Une hôtesse jette du vin sur un vétéran handicapé, ciao scandale. Les murmures s'intensifient. Un bourdonnement menaçant qui emplit la cabine. Une femme d'âge moyen, Claire, serre les poings, son visage rouge d'indignation. « C'est honteux !» lance-t-elle, assez fort pour que Claire l'entende. Un autre passager, un homme en costume gris, secoue la tête. Elle n'a aucun droit de faire ça. Amélie, toujours en retrait, semble vouloir intervenir, mais la peur la paralyse. Ses yeux passent de Paul à Claire, son cœur battant à tout rompre. Claire, sentant les regards peser sur elle, tente de reprendre la main. « Amélie, va chercher le capitaine, tout de suite », ordonne-t-elle, sa voix tremblante mais autoritaire. Amélie hésite, jette un regard à Paul, puis obéit à contre-cœur. S'éloignant vers l'avant de l'avion, les passagers chuchotent plus fort, leur voix formant un chœur d'indignation. « C'est inadmissible », murmure un homme. « Elle devrait avoir honte », ajoute une femme. Paul reste silencieux, son regard fixé sur le hublot, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il savait que l'issue était déjà scellée. Soudain, un toussotement discret. Le capitaine, Marc Lefebvre, apparaît à l'entrée de la cabine. Un homme d'une quarantaine d'années, son uniforme impeccable, son visage grave. Ses yeux scrutent la scène, passant de Claire à Paul, puis aux passagers qui murmurent. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-il, sa voix ferme, autoritaire, mais mesurée. Claire se redresse, retrouvant un semblant de confiance. « Capitaine, cet homme refuse de quitter un siège qui ne lui est pas attribué, » dit-elle, son ton assuré, presque triomphant. « J'ai essayé de résoudre la situation, mais il est obstiné. » Marc lève un sourcil, son regard se posant sur Paul. « Monsieur, puis-je voir votre billet? » Paul le tend sans un mot, ses gestes lents, précis. Marc l'examine, ses yeux parcourant le document avec attention. Puis, il le rend avec un hochement de tête. « Tout semble en ordre, » dit-il simplement. Claire blêmit, son assurance s'effritant comme un château de sable. « Mais, capitaine, il doit y avoir une erreur. Ce siège. » Marc l'interrompt d'un geste sec. « Mademoiselle Beaumont, je vous suggère de vérifier vos informations avant de faire des accusations. » Un silence lourd s'abat sur la cabine. Les passagers retiennent leur souffle.
leur regard passant de Claire à Paul. Sophie continue de taper sur son téléphone, son tweet maintenant partagé par des centaines de personnes. Les hashtags #scandal et #justicepourpaul commençant à envahir les réseaux. Julien filme toujours, son objectif capturant l'expression figée de Claire, ses joues empourprées, ses mains tremblantes. Amélie, revenue avec le capitaine, reste en retrait, ses yeux brillants de larmes contenues. Claire sent la panique monter, une vague froide qui lui serre la gorge. Elle a voulu faire un exemple, montrer à tous qu'elle contrôle la cabine, qu'elle décide qui a sa place ici. Mais cet homme en fauteuil roulant, la défie. Son calme, son silence, son regard perçant la déstabilisent. Pourquoi ne proteste-t-il pas? Pourquoi ne s'incline-t-il pas? Cette question la ronge, mais elle n'a pas le temps d'y réfléchir. Un grésillement soudain dans l'interphone. Une voix grave, froide, résonne dans la cabine, faisant taire tout le monde. Ici Paul Renaud. Mademoiselle Beaumont, répétez ce que vous venez de dire. Un frisson parcourt l'assemblée. Claire sent ses jambes fléchir, son cœur martelé dans sa poitrine. Paul Renaud. Ce nom. Elle le connaît. Tout le monde dans la compagnie le connaît. Le propriétaire de la compagnie aérienne. L'homme discret qui tire les ficelles dans l'ombre. L'homme qui peut briser une carrière d'un simple claquement de doigts. Et elle vient de renverser du vin sur lui. Elle vient de l'humilier devant tous. Les passagers retiennent leur souffle, leurs yeux passant de Claire à Paul. Sophie écarquille les yeux, son téléphone tremblant dans ses mains. C'est lui, chuchote-t-elle à Julien, qui zoome sur le visage blême de Claire. Amélie, figée, semble sur le point de s'effondrer. Claire ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle est acculée, son arrogance réduite à néant par cette voix, ce nom, cette vérité qu'elle n'avait pas vue venir. Paul, toujours assis, croise les mains sur ses genoux. Son regard, calme mais implacable, la transperce comme une lame. « Vous avez fait une erreur, Mademoiselle Beaumont, » dit-il. Sa voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une autorité qui fait trembler la cabine. « Et vous allez en payer le prix. » La cabine est un volcan prêt à exploser. Les murmures deviennent des exclamations, un chœur d'indignation et d'incrédulité. « C'est lui le patron, » lance un passager. Abasourdi, « Elle est finie, » ajoute un autre, sa voix teintée de satisfaction. Sophie tape frénétiquement sur son téléphone, son tweet maintenant partagé par des milliers de personnes. Les commentaires s'accumulant « Justice pour Paul » et « Cette hôtesse doit être virée ». Julien continue de filmer, son visage crispé par une colère contenue. Claire sent son monde s'écrouler. Elle a cru pouvoir humilier cet homme, le réduire à rien, le chasser de son royaume de luxe. Mais il n'est pas rien, il est tout. Il est Paul Renaud, le maître de cette compagnie, et elle vient de commettre l'erreur de sa vie. Et ce n'est que le début. La tempête ne fait que commencer. Et Claire, figée sous les regards accusateurs, sent le sol se dérober sous ses pieds. La cabine est un brasier prêt à s'embraser. Claire Beaumont, l'hôtesse arrogante, vacille sous le poids de sa faute, son visage blême, ses mains tremblantes. La voix de Paul Renaud, le vétéran qu'elle a humilié, résonne encore dans l'interphone. Révélant l'impensable, il est le propriétaire de la compagnie aérienne. Pourtant, loin de s'effondrer, Claire double la mise, son orgueil la poussant à défier l'inévitable. Elle s'en prend à une autre passagère, une jeune femme enceinte, faisant monter la colère des passagers à un paroxysme explosif. Mesdames et messieurs, la tension grimpe, l'injustice atteint des sommets. Laissez votre indignation éclater, commentez. Justice pour Paul, et partagez cette histoire pour que le monde sache. Préparez-vous, car la tempête ne fait que commencer. Le silence dans la cabine est oppressant. Un instant suspendu où chaque souffle semble retenu. Claire, figée près du siège 1A, sent son cœur marteler sa poitrine. La voix de Paul Renaud, grave, froide, implacable, résonne encore dans ses oreilles. « Vous avez fait une erreur, Mademoiselle Beaumont,
Et vous allez en payer le prix. Ces mots, prononcés avec une calme autorité, sont comme une sentence. Les passagers, jusque-là murmureurs, éclatent en exclamations. « C'est lui le patron !» lance un homme, sa voix teintée d'incrédulité. « Elle est finie !» ajoute une femme, un sourire satisfait aux lèvres. Sophie, l'étudiante aux cheveux bouclés, tape frénétiquement sur son téléphone. Son tweet viral maintenant partagé par des milliers de personnes, une hôtesse humilie un vétéran handicapé, et c'est le PDG de la compagnie #Justice pour Paul. Julien, l'homme d'affaires, filme toujours, son objectif capturant chaque détail du visage décomposé de Claire. Elle tente de reprendre son souffle, de retrouver son aplomb. Elle est Claire Beaumont, hôtesse senior, crainte par ses collègues, respectée par ses supérieurs. Elle ne peut pas être vaincue. Pas comme ça. Pas par un homme en fauteuil roulant qu'elle a jugé indigne. « Capitaine », balbutie-t-elle, se tournant vers Marc Lefebvre, qui se tient à l'entrée de la cabine, son visage grave. « Il y a un malentendu. Je pensais que son billet était... » Sa voix s'éteint sous le regard perçant de Marc. « Un malentendu, » répète-t-il, son ton sec comme un coup de fouet. « Vous avez renversé du vin sur un passager, mademoiselle Beaumont. Vous l'avez insulté devant tout le monde. Et maintenant, vous osez parler de malentendu. » Les passagers murmurent plus fort, leur voix formant un chœur d'indignation. Claire sent leur regard, comme des lames, la transpercer. Elle veut répliquer, se défendre, mais l'interphone grésille à nouveau. La voix de Paul revient, plus tranchante encore. « Mademoiselle Beaumont, je ne veux pas d'excuses. Confirmez ce que vous avez fait. » Le silence qui suit est assourdissant. Les passagers retiennent leur souffle, leurs yeux passant de Claire à Paul, toujours assis, immobile, sa chemise tachée de vin rouge, son regard fixé sur le hublot comme s'il était au-dessus de tout cela. Claire sent ses jambes trembler. Elle veut nier, minimiser. Mais le téléphone de Julien, toujours braqué sur elle, et les regards accusateurs des passagers la clouent sur place. « Je n'avais pas l'intention de... » commence-t-elle, sa voix faible, tremblante. Paul tourne lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Pas l'intention, » répète-t-il, sa voix basse, mais chaque mot est un poignard. « Vous avez jugé ma place. Vous avez jugé mon handicap. Vous avez cru pouvoir m'humilier. » Les passagers laissent échapper des murmures choqués. Sophie, les joues rouges, tape un nouveau tweet. Il parle. Cet homme est un héros, et elle l'a traité comme rien. Scandale. Julien zoome sur le visage de Claire. Maintenant blême, ses lèvres tremblantes. Amélie, la jeune hôtesse, se tient en retrait, ses mains serrées, ses yeux brillants de larmes. Elle veut intervenir, mais la peur la paralyse. Claire, sentant son autorité s'effriter, commet une erreur fatale. Dans un élan de désespoir, elle cherche à détourner l'attention. À quelques rangées de là, une jeune femme enceinte, Camille, ajuste son écharpe, son visage marqué par la fatigue. Elle murmure doucement à son voisin, un commentaire anodin sur le vol. Claire, exaspérée par le moindre bruit, s'avance vers elle, son regard venimeux. « Madame, si vous ne pouvez pas vous taire, je vais devoir vous demander de descendre à l'atterrissage. » aboie-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. Camille, surprise, serre son ventre, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je ne faisais que parler, » murmure-t-elle, sa voix tremblante. Un silence choqué envahit la cabine. Les passagers explosent d'indignation. « Comment ose-t-elle » crie une femme d'âge moyen. Claire, se levant à moitié de son siège. Menacer une femme enceinte. C'est inhumain. Julien, son téléphone toujours en main, filme chaque seconde, son visage crispé par la colère. Sophie, à côté de lui, secoue la tête, ses doigts tapant à toute vitesse. Elle menace une femme enceinte maintenant. Cette hôtesse est un monstre, Justice pour Paul. Les murmures deviennent des exclamations, un chœur de colère qui emplit la cabine.
C'est honteux, lance un homme. Elle n'a aucune décence, ajoute une autre passagère. Amélie, incapable de rester silencieuse plus longtemps, s'avance timidement. Madame Beaumont, s'il vous plaît, calmez-vous, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Claire se tourne vers elle, ses yeux lançant des éclairs. Toi, la novice, tu oses me dire quoi faire, siffle-t-elle, son ton chargé de mépris. Retourne à ton office avant que je te fasse renvoyer. Amélie recule, ses joues rouges, mais son regard reste fixé sur Claire. Un mélange de peur et de défi. Les passagers, galvanisés par cette nouvelle injustice, commencent à se lever. Assez, crie un homme en costume gris. Vous n'avez aucun droit de traiter les gens comme ça. Claire, acculée, sent la panique monter. Elle a voulu reprendre le contrôle, montrer qu'elle domine toujours la cabine. Mais chaque mot, chaque geste ne fait qu'aggraver son cas. Elle se tourne vers Paul, espérant le faire plier. Mais il reste immobile, son regard toujours fixé sur le hublot, comme s'il savait que son silence est plus puissant que ses cris. Soudain, l'interphone grésille à nouveau. La voix de Paul, froide, autoritaire, résonne. Capitaine Lefebvre, retirez mademoiselle Beaumont de ses fonctions. Immédiatement. Un hoquet collectif parcourt la cabine. Claire blêmit, ses jambes flageolant sous elle. Retirée de ses fonctions. En plein vol. C'est une humiliation sans précédent. Un châtiment qu'elle n'a jamais vu infliger, même aux hôtesses les plus novices. Marc Lefebvre s'avance, son expression inflexible. Mademoiselle Beaumont, suivez-moi. Sa voix est un couperet, sans appel. Claire reste figée, incapable de bouger. Capitaine, je peux m'expliquer, Marc lève une main, coupant court à ses protestations. Ce n'était pas une suggestion. À l'arrière, maintenant. Les passagers, jusque-là contenus, laissent éclater leur indignation. Bien fait, lance un homme. Elle mérite bien pire, ajoute Claire, la passagère indignée, ses poings serrés. Sophie, toujours sur son téléphone, voit son tweet exploser. Des milliers de commentaires affluent, justice pour Paul, et virez-la. Julien filme toujours. Son objectif capturant l'expression brisée de Claire. Amélie, restée en retrait, s'avance timidement. Capitaine, dois-je prendre en charge la cabine? Demande-t-elle. Sa voix tremblante mais résolue. Marc lui adresse un regard approbateur. Oui, Amélie, assurez-vous que les passagers soient à l'aise. Amélie hoche la tête, jetant un regard furtif à Paul, qui lui rend un léger sourire, presque imperceptible, mais chargé de gratitude. Claire, voyant Amélie prendre sa place, sent une vague de rage l'envahir. Cette novice, cette gamine à peine formée, ose la remplacer. Elle veut crier, protester. Mais Marc fait un geste vers l'arrière de l'avion. Mademoiselle Beaumont, à l'arrière, tout de suite. Les passagers murmurent plus fort, certains riant doucement, d'autres exprimant leur satisfaction. Elle l'a cherché, murmure un homme à sa femme. C'est la justice, répond-elle. Claire, submergée par l'humiliation, baisse les yeux, mais sa fierté refuse de s'éteindre. Dans un dernier élan de défi, elle s'arrête près du siège de Camille, la jeune femme enceinte. Vous, calmez-vous, ou je m'assurerai que vous ne voliez plus jamais avec nous, siffle-t-elle, son ton venimeux. Un silence choqué envahit la cabine. Camille, les larmes aux yeux, serre son ventre, son visage marqué par la peur et l'épuisement. Je n'ai rien fait, murmure-t-elle, sa voix brisée. Les passagers explosent. C'est inadmissible, crie Claire, la passagère indignée, se levant complètement de son siège. Menacer une femme enceinte. Vous êtes un monstre. Julien zoome sur Claire, son visage rouge de colère. Sophie, à côté de lui, tape un nouveau commentaire. Elle menace une femme enceinte maintenant. Cette compagnie doit agir. Justice pour Paul. Même Amélie,
Jusque-là timide, s'avance, ses yeux brillants de colère. « Madame Beaumont, arrêtez !» lance-t-elle. Sa voix tremblante mais ferme. Claire la fixe, abasourdie par son audace. « Toi tu oses !» siffle-t-elle. Mark, qui a observé la scène depuis l'entrée de la cabine, s'avance, son expression plus sombre que jamais. « Mademoiselle Beaumont, ça suffit. À l'arrière, tout de suite. » Sa voix est un grondement, un avertissement final. Claire, réalisant trop tard l'ampleur de son erreur, sent ses jambes fléchir. Elle tourne les talons, la tête basse, et commence à marcher vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant comme une sentence. Les passagers ne se gênent plus pour commenter. « Elle est finie », murmure un homme. « Bien fait », répond une femme. Claire sent leurs mots comme des coups, mais elle ne peut rien faire. Elle atteint enfin le siège de l'équipage, un espace exigu à l'arrière, réservé aux membres d'équipage en attente. S'asseoir là, en plein vol, est une déchéance publique, un symbole de son humiliation. Elle s'effondre sur le siège, ses mains tremblantes, son uniforme soudain trop lourd, trop serré. Amélie passe près de l'office pour vérifier les provisions, et Claire ne peut s'empêcher de l'interpeller. « Tu penses que tu peux prendre ma place, hein ?» siffle-t-elle, sa voix pleine d'amertume. Amélie, surprise, recule d'un pas. « Je ne veux pas votre place. Je veux juste faire mon travail. » Claire ricane, mais son rire est creux, dépourvu de conviction. Elle sait qu'Amélie n'est pas le problème. Le problème, c'est elle, et ce qu'elle a fait. Dans la cabine, l'atmosphère reste électrique. Les passagers continuent de chuchoter, partageant leurs impressions sur l'incident. Julien envoie sa vidéo à un collègue, avec un message. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé sur ce vol. Sophie voit son tweet gagner en traction. Les commentaires s'accumulant, justice pour Paul, et cette hôtesse doit être virée. Claire, la passagère indignée, s'approche de Camille pour lui offrir un mouchoir. Ne vous inquiétez pas, ma chère, dit-elle doucement. Cette femme ne vous fera plus rien. Camille, les larmes aux yeux, hoche la tête, reconnaissante. Paul, de son côté, reste un îlot de calme au milieu de ce chaos. Il n'a pas bougé, n'a pas prononcé un mot depuis son intervention à l'interphone. Son téléphone repose sur l'accoudoir, l'écran éteint, mais il sait que son message a tout enclenché. Il n'a pas besoin de crier, de faire une scène. Son calme est sa force, et il sait que justice sera rendue. À l'avant, dans le cockpit. Mark échange un regard avec son copilote. « Luc, ça va être moche pour elle, » murmure Luc, ajustant ses écouteurs. Mark hoche la tête. Elle l'a cherché. Quelques minutes plus tard, un appel vidéo s'affiche sur l'écran du cockpit. Isabelle Dupont, superviseuse des opérations de vol, apparaît, son visage sévère. « Capitaine Lefebvre, je viens d'être informé par M. Renaud lui-même, » dit-elle, sa voix froide et professionnelle. Mademoiselle Beaumont est suspendue avec effet immédiat. À l'atterrissage, elle sera escortée au bureau administratif. Pas de débriefing, pas de délai. Mark acquiesce. Compris. Madame Dupont, elle est déjà à l'arrière. Isabelle plisse les yeux. Bien. Et assurez-vous que M. Renaud soit traité avec le plus grand respect. Il a été clair à ce sujet. L'écran s'éteint, laissant le cockpit dans un silence pesant. Luc laisse échapper un sifflement. Elle est cuite. Mark ne répond pas, ses mains serrées sur les commandes. Il sait qu'Isabelle a raison, ce n'est que le début. À l'arrière. Claire est prostrée, ses pensées tourbillonnant dans un mélange de peur et de déni. Elle ne peut pas perdre son emploi. Pas comme ça. Elle a travaillé des années pour atteindre ce niveau, pour gagner le respect ou la crainte de ses collègues. Elle a toujours cru qu'elle était intouchable, que son ancienneté la protégeait. Mais maintenant, elle voit les fissures dans cette illusion. Elle repense au vin renversé sur Paul, à la menace proférée contre Camille,
à la façon dont elle a rabroué Amélie. Chaque geste, chaque parole semble maintenant amplifiée, comme si elle avait elle-même construit le piège qui se referme sur elle. Amélie passe à nouveau près de l'office, et Claire l'interpelle. « Tu penses que tu es meilleur que moi. C'est ça, » siffle-t-elle. Sa voix tremblante d'amertume. Amélie s'arrête, mal à l'aise. « Ce n'est pas ça, Madame Beaumont. Vous avez fait une erreur, c'est tout. » Claire ricane, mais son rire est amer. « Une erreur. Tu crois que c'est juste une erreur. » Amélie soupire, croisant les bras. « Vous avez humilié un homme en fauteuil roulant. Vous avez menacé une femme enceinte. Ce n'est pas une petite erreur. Madame Beaumont, c'est impardonnable. » Les mots d'Amélie frappent Claire comme un coup de poignard. Elle veut répliquer, mais la vérité dans les yeux de la jeune hôtesse la réduit au silence. Pour la première fois, elle se demande si elle est vraiment la victime qu'elle se plaît à imaginer. Mais cette pensée est vite balayée par une vague de panique. Elle ne peut pas laisser cela arriver. Elle doit trouver un moyen de se sortir de ce pétrin, de convaincre quelqu'un, n'importe qui, de lui donner une seconde chance. Dans la cabine, les passagers continuent de murmurer, leur conversation alimentée par l'indignation et l'incrédulité. Julien a maintenant envoyé sa vidéo à plusieurs contacts, et Sophie voit son tweet devenir viral, avec des milliers de partages et de commentaires « Justice pour Paul » et « Cette compagnie doit réagir ». Camille, toujours émue, serre son écharpe contre elle, reconnaissante pour le soutien des autres passagers. Claire, la passagère indignée, lui parle doucement, essayant de la réconforter. « Vous ne méritez pas ça, » dit-elle. « Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Paul, quant à lui, reste impassible. Il sait que chaque seconde qui passe rapproche Claire de sa chute. Il n'a pas besoin de parler, pas besoin d'agir. Son message a tout enclenché, et il sait que la justice suivra son cours. La cabine, vibrante de tension, semble attendre l'inévitable. Chaque passager, chaque membre d'équipage sent que quelque chose d'énorme se prépare, une tempête qui éclatera à l'atterrissage. Et pour Claire, assise seule à l'arrière, le compte à rebours a déjà commencé. L'avion atterrit avec une secousse douce, mais pour Claire Beaumont, c'est comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. À la porte, Paul Renaud, toujours digne dans son fauteuil roulant, est rejoint par une escorte imposante des cadres de la compagnie, des agents de sécurité et une superviseuse au regard glacial. Claire, acculée, sent la panique l'envahir, mais un dernier secret sur son passé va sceller son destin dans une confrontation explosive. Mesdames et messieurs, l'heure de la justice a sonné. Laissez votre colère éclater, commentez « Justice pour Paul » et partagez cette histoire pour que le monde entier voie la chute d'une arrogante. Préparez-vous, car ce final va vous couper le souffle. La cabine vibre encore de la tension des heures passées. Chaque passager suspendu à l'écho des événements. Claire, prostrée dans le siège exigu de l'équipage à l'arrière, sent son cœur battre à tout rompre. Chaque pulsation est un compte à rebours vers son humiliation publique. Elle a passé le vol à chercher une issue, une excuse, un moyen de renverser la situation. Mais la réalité s'impose. Brutale, inéluctable. Elle a renversé du vin sur Paul Renaud, un vétéran en fauteuil roulant, le propriétaire de la compagnie aérienne. Elle a menacé Camille, une femme enceinte, devant tous. Elle a rabroué Amélie, la jeune hôtesse, et défié l'autorité du capitaine Marc Lefebvre. Maintenant, face à la vérité, elle comprend qu'il n'y a plus d'échappatoire. Son arrogance, son mépris, l'ont conduite droit à sa perte. Les passagers détachent leurs ceintures, rassemblent leurs affaires avec une lenteur calculée, leur regard oscillant entre Claire, toujours immobile à l'arrière, et la silhouette imposante qui se dessine à travers la passerelle. Paul Renaud, en fauteuil roulant, attend à l'entrée de l'avion, flanqué d'une équipe de cadres en costume sombre et de 2 agents de sécurité, leurs badges scintillant sous les néons. À ses côtés,
Isabelle Dupont, la superviseuse des opérations, tient une tablette, son visage aussi froid qu'un tribunal. Claire sent une vague de nausée l'envahir. Elle veut disparaître, se fondre dans l'obscurité, mais il n'y a nulle part où aller. Amélie, désormais en charge de la cabine, s'affaire à l'avant, aidant les passagers à descendre. Ses gestes sont précis, mais son regard revient parfois vers Claire, un mélange de pitié et de distance dans les yeux. Julien, l'homme d'affaires, est déjà debout, son téléphone à la main, prêt à capturer ce qui promet d'être un moment historique. Sophie, à ses côtés, murmure à son ami. Ça va être partout sur Internet d'ici ce soir. Son tweet, maintenant vu par des dizaines de milliers de personnes, continue de gagner en traction. L'hôtesse qui a humilié un vétéran handicapé va être confrontée au PDG en personne. Justice pour Paul. Camille, la jeune femme enceinte, berce son ventre, ses yeux lançant des éclairs de ressentiment chaque fois qu'ils croisent la silhouette de Claire. Claire, la passagère indignée, serre son sac contre elle, son visage marqué par une satisfaction froide. Paul, toujours assis dans son siège 1A, range ses affaires avec une lenteur presque théâtrale, comme s'il savourait l'attente. Son calme, sa dignité, sont une arme plus puissante que n'importe quelle colère. Marc Lefebvre émerge du cockpit, échangeant un bref regard avec Amélie avant de s'adresser à la cabine par l'interphone. « Mesdames et messieurs, » annonce-t-il, sa voix ferme mais neutre. « Veuillez rester assis jusqu'à ce que la situation soit réglée. Merci de votre coopération. » Les passagers s'immobilisent, leurs murmures s'éteignant dans l'attente. Claire sent ses mains trembler. Elle sait ce qui va se passer. Mais l'idée d'affronter Paul Renaud, Isabelle Dupont et les regards accusateurs de tous est insupportable. Elle se lève lentement, ses jambes faibles, et commence à marcher vers l'avant, chaque pas résonnant comme une marche vers l'échafaud. Les regards des passagers la transpercent, certains pleins de mépris, d'autres de curiosité malsaine. Julien lève son téléphone, filmant sans vergogne, tandis que Sophie tape frénétiquement sur son écran. Mettant à jour son poste, l'hôtesse arrogante est sur le point d'être virée en direct à Justice pour Paul. Claire sent son visage brûler. Elle atteint l'entrée de la cabine, où Paul se tient, droit et impassible, son fauteuil roulant ne diminuant en rien son autorité. À ses côtés, Isabelle, tablette en main, fixe Claire avec un regard qui la fait frissonner. Paul pose ses yeux sur elle, et l'intensité de son regard la cloue sur place. « Mademoiselle Beaumont, » dit-il, sa voix basse, tranchante comme une lame. « Je présume que vous savez pourquoi je suis ici. » Claire déglutit, sa gorge sèche. Elle tente de redresser les épaules, de conserver un semblant de dignité. « Monsieur Renaud, » balbutie-t-elle, « je regrette profondément ce qui s'est passé. C'était une erreur. Un malentendu. » Paul incline légèrement la tête, son expression inchangée. « Un malentendu, » répète-t-il, son ton empreint d'une ironie glaciale. « Vous avez renversé du vin sur moi. Vous m'avez jugé indigne de ce siège. Vous avez menacé une femme enceinte. Et vous appelez cela un malentendu. » Les passagers, entendant ces paroles, laissent échapper des murmures choqués. Camille, les larmes aux yeux, serre son écharpe contre elle. « Vous m'avez fait peur devant tout le monde, » murmure-t-elle. Sa voix tremblante, Claire, la passagère indignée, secoue la tête, marmonnant « C'est honteux ». Sophie tape un nouveau commentaire. Elle mérite tout ce qui lui arrive, Justice pour Paul. Julien zoome sur le visage blême de Claire, capturant chaque détail de son humiliation. Claire sent la panique monter, une vague froide qui lui serre la poitrine. « Je me suis emportée, » balbutie-t-elle. « Je n'ai jamais voulu. » Paul lève une main, la faisant taire. « Ce que vous vouliez n'a aucune importance, » dit-il, sa voix un coup près. « Ce que vous avez fait est inexcusable. » Il fait un pas, ou plutôt un mouvement de son fauteuil, vers elle, sa présence imposante réduisant Claire à une ombre d'elle-même.
Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Claire fronce les sourcils, confuse. Monsieur. Paul plisse les yeux, et pour la première fois, une lueur de colère personnelle traverse son regard. Il y a 3 ans, sur un autre vol, vous avez humilié un jeune passager, un adolescent autiste, en lui reprochant d'avoir pris une couverture sans autorisation. Vous l'avez forcé à s'excuser publiquement devant tout l'équipage. Il avait 14 ans. Un silence étouffant s'abat sur la cabine. Les passagers échangent des regards choqués, leurs murmures s'amplifiant en un chœur d'indignation. Amélie, près de la porte, écarquille les yeux, visiblement ignorante de cette histoire. Julien zoome sur Claire, son visage maintenant livide. Sophie tape un commentaire. Elle a humilié un enfant autiste. Cette femme est un monstre, a Justice pour Paul. Camille, la femme enceinte, secoue la tête, ses larmes coulant librement. Comment peut-on être aussi cruel, murmure-t-elle. Claire sent son estomac se nouer. Elle se souvient vaguement de l'incident, un garçon qu'elle avait jugé perturbateur, une broutille qu'elle avait oubliée sitôt le vol terminé. Mais maintenant, cette broutille revient comme un boomerang, amplifiant sa faute aux yeux de tous. Je ne me souviens pas, murmure-t-elle. Sa voix à peine audible. Paul laisse échapper un rire sec, dépourvu d'humour. Bien sûr que non, parce que pour vous, ce n'était rien, mais pour cet enfant, c'était une humiliation qu'il n'a jamais oubliée. Et pour moi, c'est une raison de plus de m'assurer que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie. Claire vacille, ses yeux s'embuant de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Isabelle Dupont s'avance, sa tablette à la main, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Mademoiselle Beaumont, à compter de cet instant, votre contrat est résilié. Vous êtes licenciée de manière permanente pour agression, abus de pouvoir et violation grave des politiques de la compagnie. Claire sent ses jambes fléchir. Attendez, s'il vous plaît, implore-t-elle, sa voix tremblante. Je peux m'excuser, je peux. Paul l'interrompt, son ton glacial. Vous avez eu votre chance, Mademoiselle Beaumont, la chance de me traiter avec respect, la chance de ne pas menacer une femme vulnérable, la chance de ne pas humilier un enfant, vous avez choisi de ne pas la saisir. Il fait un signe aux agents de sécurité. Escortez-la hors de l'avion. Les 2 agents s'avancent, l'un d'eux posant une main ferme mais polie sur le bras de Claire. Elle recule instinctivement, son souffle court. Non, attendez, je peux arranger ça, crie-t-elle, sa voix brisée par la panique. Mais les passagers n'ont plus de patience pour elle. Camille se lève, pointant un doigt accusateur. Vous m'avez menacé devant mon futur enfant, vous méritez tout ce qui vous arrive. Sophie hoche la tête, ajoutant « Vous avez terrorisé tout le monde ici. Partez. » Même Amélie, jusque-là silencieuse, murmure « Vous êtes allée trop loin, Madame Beaumont. » Claire sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravale, refusant de s'effondrer devant eux. Elle tourne la tête, cherchant un soutien, un regard compatissant, mais il n'y en a aucun. Julien continue de filmer, sa vidéo désormais diffusée en direct sur une plateforme sociale, où des milliers de personnes commentent en temps réel « Justice pour Paul » et « Quelle honte pour la compagnie ». Claire sent son monde s'écrouler. Elle n'est plus l'hôtesse respectée. Crainte, intouchable. Elle est une paria, une accusée sous les yeux de tous. Alors qu'elle passe devant le siège de Paul, une voix douce mais implacable l'arrête net. « Mademoiselle Beaumont. » Claire se fige, son cœur battant à tout rompre. Paul la regarde enfin, ses yeux perçants empreints d'une autorité tranquille. « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment, » dit-il, sa voix calme mais lourde de sens, « et que vous apprendrez ce que signifie respecter ceux que vous jugez indignes. » Les mots frappent Claire comme une gifle, plus douloureuse encore que celle qu'elle a infligée par son mépris. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Paul se détourne, reprenant son rangement, comme si elle n'existait plus.
Les agents de sécurité la poussent doucement mais fermement vers la passerelle. Claire avance, ses jambes tremblantes. Le poids des regards la suivant comme une ombre. Les murmures des passagers s'amplifient, certains riant doucement, d'autres exprimant leur satisfaction. « Bien fait », murmure quelqu'un. « Elle l'a cherché », répond un autre. Claire sent son visage brûler de honte. Elle atteint la passerelle, où Isabelle l'attend avec un dossier. Vous serez conduite au bureau administratif pour finaliser votre licenciement, dit-elle, sans une once de compassion. Ensuite, vous remettrez votre uniforme et votre badge. Vous êtes interdite de vol sur toutes nos lignes. Et une note sera ajoutée à votre dossier professionnel, vous rendant inemployable dans l'industrie. Claire sent son estomac se nouer. Une note dans son dossier. Cela signifie qu'aucune compagnie aérienne, aucun employeur lié à l'aviation, ne l'embauchera jamais. Sa carrière, tout ce pourquoi elle a travaillé, est terminé. Elle veut protester. Mais Isabelle tourne les talons, laissant les agents la guider vers l'aéroport. Le trajet à travers le terminal est un cauchemar. Les passagers du vol, désormais dispersés, la reconnaissent et chuchotent, certains prenant des photos. Des employés de la compagnie, anciens collègues, détournent les yeux, évitant tout contact. Claire, qui avait autrefois marché dans ces couloirs avec assurance, se sent maintenant comme une intruse, une étrangère dans son propre monde. Arrivée au bureau administratif, elle est accueillie par un jeune superviseur, Étienne Morel, qui la regarde avec une neutralité professionnelle. « Mademoiselle Beaumont, signez ceci », dit-il, poussant un document vers elle. C'est sa lettre de licenciement, détaillant ses fautes agressions, comportements abusifs, violation des politiques de la compagnie. Claire signe, ses mains tremblantes, chaque mot du document comme un coup de poignard. Étienne reprend le dossier, puis désigne une porte. « Vous pouvez vous changer ici. Remettez votre uniforme et votre badge avant de partir. » Claire entre dans la petite salle, verrouille la porte et, pour la première fois, sent les larmes couler. Elle retire son uniforme, pièce par pièce, chaque geste comme un adieu à l'identité qu'elle avait construite. Lorsqu'elle ressort, vêtue de vêtements civils, elle n'est plus Claire Beaumont, l'hôtesse senior. Elle est juste Claire, une femme brisée, sans carrière, sans avenir. Étienne prend son uniforme et son badge sans un mot, puis fait signe aux agents. C'est terminé. Les agents la conduisent vers la sortie de l'aéroport. Claire marche, tête basse, évitant les regards des passants. Lorsqu'elle franchit les portes vitrées, l'air extérieur la frappe comme une gifle. Elle s'arrête, serrant son sac contre elle, incapable de bouger. Autour d'elle, la vie continue, des taxis klaxonnent, des familles se retrouvent. Des voyageurs pressés passent sans la voir, mais pour Claire, tout s'est arrêté. Elle sort son téléphone, espérant un message, un signe, mais il n'y a rien. Ses contacts, ses collègues, ses soi-disant amis, tous l'ont abandonnée. Elle tente d'appeler un ancien superviseur, puis un autre, mais chaque appel aboutit à une messagerie ou à une voix distante. « Je ne peux pas m'impliquer. Claire, désolé. » Son nom est déjà synonyme de scandale. La vidéo de Julien, maintenant vue par des millions de personnes, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluent, justice pour Paul et honte à elle. Claire est finie, non seulement dans cette compagnie, mais dans toute l'industrie. Debout sur le trottoir, elle regarde une dernière fois l'aéroport, cet endroit qui avait été son royaume, où elle avait régné avec autorité, où elle avait cru être intouchable. Mais elle n'est rien maintenant, rien qu'une femme seule, sans identité, sans avenir. Elle pense à Paul, à son calme, à sa dignité, à la manière dont il a tout déclenché avec un simple message. Elle pense à Camille, à la peur dans ses yeux lorsqu'elle l'a menacé. Elle pense à l'adolescent autiste, un garçon qu'elle avait humilié sans y penser. Pour la première fois, Claire sent un poids écrasant, non pas celui de la perte de son emploi, mais celui de ses propres choix.
Elle avait cru que le pouvoir lui appartenait, qu'elle pouvait juger, humilier, contrôler. Mais ce pouvoir n'avait jamais été le sien. Et maintenant, elle n'a plus rien. Dans la cabine, les passagers commencent à descendre, leur conversation animée par l'indignation et la satisfaction. Julien envoie sa vidéo à des médias, son visage marqué par un sourire triomphant. Sophie voit son tweet devenir viral, avec des millions de vues et des commentaires du monde entier, « Justice pour Paul » et « Cette compagnie doit changer ». Camille, soutenue par Claire, la passagère indignée, remercie les autres passagers pour leur soutien. « Vous avez été incroyables », murmure-t-elle, ses larmes séchant. Amélie, désormais en charge, s'approche de Paul, qui range toujours ses affaires avec une lenteur méthodique. « Monsieur Renaud, » dit-elle timidement, « je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Paul lui adresse un sourire, doux mais ferme. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Amélie, continuez ainsi. » Amélie hoche la tête, ses joues rougissant de fierté. Paul se tourne vers les passagers restants, sa voix calme mais puissante. « Merci à vous tous, » dit-il. « Votre courage, vos voix, ont fait la différence. » Les passagers applaudissent, un chœur spontané qui résonne dans la cabine. Paul incline la tête, un geste humble, puis s'engage dans la passerelle, son fauteuil roulant glissant avec une dignité intacte. À l'extérieur, il est accueilli par les cadres, qui le saluent avec respect. Isabelle Dupont s'approche, son ton professionnel mais empreint d'admiration. « Monsieur Renaud, la compagnie prendra des mesures pour que cela ne se reproduise plus. » Paul hoche la tête. « Assurez-vous que chaque employé comprenne une chose, le respect n'est pas négociable. » L'avion, désormais vide, semble porter l'écho de cette justice rendue. Claire, loin de tout cela, marche dans la nuit, son sac serré contre elle, ses pas incertains. Elle ne sait pas où elle va, ni qui elle est. Derrière elle, l'aéroport continue de vivre, indifférent à sa chute, tandis que la vidéo de Julien tourne en boucle sur les écrans du monde entier, scellant à jamais le destin de Claire Beaumont. Et pour nous, spectateurs de cette histoire, une question demeure: que ferions-nous face à une telle injustice? Laisserions-nous le silence l'emporter, ou élèverions-nous nos voix, comme Julien, Sophie, Amélie et les autres? Partagez cette histoire, commentez « Justice pour Paul » et faites entendre votre indignation. Car dans ce monde, la justice commence par nous. L'histoire d'Élise Moreau, cette femme âgée en fauteuil roulant humiliée par une hôtesse arrogante. Valérie Dupont, est une parabole saisissante sur l'abus de pouvoir, la dignité face à l'adversité et la force de la justice. Dans le contexte de la culture française, où l'élégance, le respect et la solidarité sont des valeurs cardinales. Ce récit résonne comme un avertissement contre l'arrogance et un appel à incarner des principes d'humanité. À travers les événements dramatiques de cette histoire, nous sommes invités à réfléchir à nos comportements, à nos préjugés, et à la manière dont nous traitons ceux que nous percevons comme différents. Voici mes impressions sur ce drame, les leçons qu'il nous enseigne, et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. Suivi d'un appel à l'action pour partager cette réflexion. D'abord, l'histoire d'Élise est un miroir tendu à notre société, révélant la laideur de l'arrogance et du mépris. Valérie, forte de son autorité d'hôtesse en chef, incarne une forme de pouvoir mal utilisé, un pouvoir qui juge, humilie et exclut. En France, où la politesse et l'égalité sont des piliers culturels, son comportement choque profondément. Gifler verbalement une femme en fauteuil roulant, s'en prendre à une future mère, et ignorer les droits des plus vulnérables est une trahison des valeurs que nous chérissons. Valérie représente ce que nous redoutons, une personne qui abuse de son statut pour dominer, sans égard pour la dignité humaine. Sa chute, licenciée, bannie de l'industrie, exposée publiquement, est une justice brutale, mais méritée. Elle nous rappelle que nul n'est au-dessus des lois morales,
et que l'arrogance, tôt ou tard, mène à la ruine. Ensuite, Élise Moreau incarne une force tranquille, une dignité qui transcende l'humiliation. Face à l'agressivité de Valérie, elle ne cède ni à la colère ni à la peur. Son calme, son silence, sont une leçon d'élégance à la française. En France, nous valorisons la maîtrise de soi, la capacité à rester digne même dans les moments les plus sombres. Élise ne répond pas par des cris ou des insultes. Elle agit avec une retenue qui force le respect. Son message à sa fille, Camille, déclenche une tempête juridique sans qu'elle ait besoin de hausser le ton. Cette retenue est une arme puissante, une leçon pour nous tous face à l'injustice. La force véritable réside dans la confiance en la vérité et la patience d'attendre que justice soit rendue. Un autre aspect marquant est le rôle des passagers, d'abord passifs, puis galvanisés par l'injustice. Sophie, Julien et même Clara, la femme enceinte, représentent une communauté qui, face à l'indignation, trouve le courage d'agir. En France, où la solidarité est une valeur proclamée, leur hésitation initiale nous interpelle. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une injustice? Par peur ou par confort? L'élan collectif des passagers, amplifié par les réseaux sociaux, montre que l'action, même modeste, peut changer la donne. La vidéo de Julien, les posts de Sophie, deviennent des armes contre l'arrogance de Valérie. Cela nous rappelle l'importance de l'engagement civique, même dans des situations inconfortables. En tant que Français, nous sommes appelés à défendre les plus faibles, à ne pas rester spectateurs face à l'injustice. Les leçons de cette histoire sont profondes et pratiques. Premièrement, nous devons examiner nos préjugés. Valérie a jugé Élise sur son apparence, supposant qu'une femme en fauteuil roulant n'avait pas sa place en classe affaires. Ce réflexe, malheureusement courant, nous pousse à réfléchir à nos propres jugements hâtifs. En France, où la diversité est une réalité croissante, il est crucial de traiter chacun avec respect, peu importe son âge, son handicap ou son statut. Deuxièmement, nous devons utiliser notre pouvoir, qu'il soit professionnel, social ou autre, avec responsabilité. Valérie a cru que son autorité la rendait intouchable, mais son abus l'a détruite. Cette leçon s'applique à tous au travail, dans la rue, en famille. Le pouvoir doit servir, non dominer. Enfin, nous devons cultiver la dignité et le courage, à l'image d'Élise et de Camille. Élise, par son calme, et Camille, par son action, montre que la justice triomphe quand on agit avec intégrité. Dans la vie quotidienne, ces leçons se traduisent par des gestes concrets. Au travail, traitons nos collègues et clients avec équité, sans laisser notre position nous aveugler. Dans les espaces publics, intervenons face à une injustice, un mot de soutien, un signalement aux autorités, un geste de solidarité. À la maison, enseignons à nos enfants l'empathie et le respect, pour qu'ils grandissent en citoyens conscients. En France, où l'élégance et la mesure sont des valeurs fondamentales, cette histoire nous appelle à incarner ces principes, à être des acteurs de justice dans un monde souvent tenté par l'indifférence. Cette histoire n'est pas qu'un drame isolé, c'est un appel à l'action, un défi à être meilleur. Elle nous montre que l'injustice, lorsqu'elle est dénoncée, peut être vaincue, et que la dignité, même face à l'humiliation, reste une force invincible. Appliquons ces leçons dans nos vies, dans nos interactions, dans nos choix. Soyons comme Élise, inébranlables dans notre dignité. Soyons comme Camille, implacables dans notre quête de justice. Si cette histoire vous a révolté, si elle vous a inspiré, alors agissons ensemble. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches à l'importance du respect et de la dignité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui nous poussent à réfléchir et à grandir. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « justice » pour rejoindre le mouvement.
Dites-nous, auriez-vous défendu Élise? Votre voix compte. Alors faites-la entendre.